toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de comment préparer et concevoir un cours. Alors, c'est une vidéo qui m'est souvent demandée. Il m'est aussi très généralement demandé, une fois que je fais ce type de vidéo, à ce que je puisse donner les documents concernant la vidéo. Je ne suis pas sûre de pouvoir mettre des liens PDF sur la vidéo, je vais tenter, mais je suis... Ah, si quelqu'un connaît cette méthode pour mettre des liens PDF, je veux bien essayer. Mais sinon, dans les faits, des liens, des manières techniques de concevoir un cours, là, je vais vous montrer un tableau. Rien ne vous empêche de le reproduire pour vous. Rien ne vous empêche, du coup, de vous servir de ce modèle-là. Par contre, désolé pour toutes les personnes qui me disent en commentaire peux-tu m'envoyer tes cours? La vidéo va vous aider potentiellement à préparer vos cours à vous. Pas à me prendre mes cours à moi. Et ce n'est pas, je vous dis pas ça dans un objectif du genre je ne veux pas partager, mais plutôt ça ne sert à rien de prendre un cours tout fait. Après, nous sommes tous pareils, je suis la première à aller m'inspirer de ce que font les autres, donc il n'y a aucun problème, il n'y a vraiment aucun mal à l'idée de pouvoir aller s'inspirer des cours que vous pouvez trouver réalisés par d'autres personnes, mais faites-le à votre sauce et trouvez surtout la méthode qui vous correspond à vous. Alors, première chose du coup à savoir déjà, quand vous devez préparer un cours, la première chose que vous allez faire, que peut-être à l'INSPE on vous a dit si vous avez suivi la formation ou qu'on ne vous a jamais dit si vous êtes projeté dans le métier, c'est qu'il faut dans un premier temps consulter les programmes. Où sont les programmes? Ils sont sur le site du gouvernement. Sur le site du gouvernement, vous allez trouver, en fonction de la discipline que vous travaillez, les différentes entrées thématiques par niveau. Donc c'est-à-dire que par niveau, on va vous répertorier du coup ce qu'il faut faire année par année. Donc vous allez déjà sur ce site en question et vous pouvez vous inspirer des fiches et du SCOL. Je suis professeur d'histoire géo, donc je vais vous montrer plutôt un exemple lié à ma propre discipline. Donc, admettons, vous êtes professeur, vous êtes arrivé, vous n'avez jamais eu de formation, on vous dit voilà, tu es en charge d'une classe de 3e pour cette année. Première chose à faire, donc vous allez télécharger les différentes fiches et du SCOL qui sont des guides, c'est-à-dire que ces fiches et du SCOL, elles se basent sur le BO. Le BO, c'est le bulletin officiel de l'éducation nationale qui donne les entrées des programmes et ce que vous êtes obligé de faire. Voilà, enfin obligé de faire. Personne va venir, enfin si, potentiellement l'inspecteur peut venir vérifier que vous fassiez votre travail, mais dans les faits, au quotidien, personne va venir vous dire « Eh là, t'en es où ?» Voilà. Déjà, première chose à savoir. Avant, fut un temps lointain, on disait, voilà, il va falloir consacrer à tel chapitre tant d'heures. Ce n'est plus le cas maintenant, c'est vous qui vous adaptez selon votre propre progression. En parlant justement de progression, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait que vous allez établir une sorte de planning sur l'année qui va vous permettre de vous structurer. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, c'est-à-dire que en début d'année, bon, maintenant je le fais moins parce que forcément mes cours sont déjà prêts. En tout cas, j'ai déjà une vision globale de ce que je veux faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais fixer un calendrier qui m'est propre, où je vais dire, bah voilà, en septembre, je veux avoir traité telle thématique, tel chapitre. En octobre, je veux avoir traité tel chapitre, telle thématique. Voilà. Et à partir de là, je vais mettre au milieu les grandes périodes des vacances et possiblement les examens ou les choses qui vont pouvoir me couper. Évidemment, nous sommes sur un planning de l'ordre estimatif, idéal, théorique. Je sais que quand on débute dans le métier, on se dit « Oh, il faut tout que j'ai fait ». Bon, vous entendrez très vite les profs dire qu'ils n'ont pas pu finir le programme. C'est normal. En général, ceux qu'on termine, c'est ceux qui ont des examens. Et encore, c'est parce que quand on arrive à la fin de l'année, on fait quoi? On envoie des fiches, voilà, très rapidement parce qu'il faut vite se dépêcher, mais sinon c'est normal, vous allez être en retard, voilà, mettez-le vous déjà en tête, vous ne serez pas un prof parfait, vous allez être en retard, voilà. Pourquoi? Parce que vous aurez beau avoir planifié toutes vos séances millimètre par millimètre, il suffit qu'il y ait le moindre événement perturbateur dans un cours pour que votre cours soit retardé. Et on n'oublie pas aussi une chose, c'est que les élèves sont des êtres émotionnels, voilà, qui comme vous, bah, vont avoir des jours où ils vont être avec et des jours qui vont être sans, voilà, donc il y a des jours où en fait ils ne vont pas être performants, et donc en fait votre cours qui en théorie devrait durer par exemple 3 heures, bah en fait va en durer 6, voilà. Donc après c'est à vous, au quotidien, à partir de votre estimation, de votre théorisation de ce que vous voulez faire et de votre progression que vous aviez estimée dans l'année, vont ensuite se réadapter en fonction des circonstances, en fonction de s'il faut que vous accélériez, en fonction de... Voilà. Donc autant il y a des essentiels que vous allez être obligé de faire, il y a des grands points, enfin moi en histoire géo, si en 4e je traite à aucun moment de la Révolution française, ça va leur manquer. Voilà. Après il y a peut-être des chapitres sur lesquels je vais pouvoir faire l'impasse. Quand j'arrive sur les derniers chapitres liés à la mondialisation en géo,
J'essaye de faire l'Afrique subsaharienne parce qu'il le voit peu, voilà. J'essaye de faire celui sur... Enfin non, j'essaye pas, celui-là je le fais mer et océan. Par contre, je pense que depuis que j'ai débuté le programme de 4e, je n'ai jamais fait le chapitre sur les États-Unis. Parce que les États-Unis, pour moi, de toute façon, dans le premier chapitre sur l'urbanisation, je mets des exemples des États-Unis, et les États-Unis, ils envoient, en veux-tu, en voilà, à la télévision, dans les séries télé. Donc je me dis, bon, les États-Unis, peut-être moins d'intérêt, voilà. Et c'est à vous ensuite de réajuster en fonction des points qui vous semblent clés dans le programme vraiment à aborder. Par exemple, moi je sais qu'il y a certaines personnes qui enlèvent le chapitre de 4e sur la condition féminine, parce que c'est le dernier chapitre d'histoire. Pour moi, je préfère accélérer sur celui de la 3e République pour pouvoir garder celui-ci. Mais après, c'est une appréciation personnelle, c'est à vous comme ça de remixer en fonction du temps. Donc je vous disais déjà, premièrement, établir une programmation idéale sur l'année et théorique, que vous ne tiendrez pas. Voilà. C'est bien, je commence bien cette vidéo. Ensuite, vous allez pouvoir, du coup, à partir de là, voir ce que vous allez pouvoir proposer. Alors, vous êtes, moi en tout cas, je vous fais une vidéo pour si vous êtes professeur dans le secondaire. C'est-à-dire que ce sera soit collège, soit lycée. À partir de là, je suis navrée pour ceux qui pensent encore que les cours dans le secondaire, nous nous asseyons et nous parlons pendant que les enfants nous écoutent béatement. Mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Les enfants ne vous écouteront certainement pas béatement. Peut-être certains. Je vous le souhaite. Mais bon, moi j'ai tendance à penser aussi qu'une classe qui est totalement inactive et qui n'a aucune interaction avec moi est une classe morte et je m'ennuie. Voilà, donc c'est bien aussi qu'il y ait de l'interaction. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous prévoyez dans votre planification, bien sûr, les connaissances que vous allez leur apporter, comment vous leur allez leur apporter, les activités, mais aussi un temps d'échange avec vos élèves. Voilà, vous n'êtes pas juste un ordinateur qui passe des connaissances, vous êtes un être humain qui correspond, pas qui correspond, mais qui échange avec un autre être humain, avec des autres êtres humains pour être plus précis. Donc, prenons un exemple un peu théorique. Alors, je vous montre. Oui, parce que j'ai une classeur de 3e là. J'ai pris le classeur de 3e, j'en ai un pour la 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai pareil, j'ai des clés USB 6e, 4e, 3e. J'ai manqué une classe là. 5e 5e. Voilà, et à chaque fois, du coup, je vais le faire apparaître ici. Voilà, j'ai ce tableau. Sur ce tableau, vous avez première colonne, grands axes et problématiques. En gros, ça va être l'essentiel de ma leçon. Donc, ce qui va correspondre plutôt aux connaissances que je veux apporter à mes élèves. Deuxième colonne, vous allez avoir tout ce qui correspond aux situations d'apprentissage. C'est-à-dire, mes élèves, je vais les mettre dans une situation pour qu'ils puissent apprendre ma leçon. Pour cela, traditionnellement, je vais prévoir peut-être une activité avec des questions sur des documents. Documents que je peux trouver soit dans mon manuel, soit par des recherches internet. Voilà, je me confesse, c'est le moment où je vous avoue tout, où nous vous avouons tout. Il est fort probable que ces documents, vous puissiez les trouver grâce à des personnes qui ont des blogs d'enseignement ou grâce à d'autres types de ressources. Par exemple, en géo, moi je me sers beaucoup de Géoconfluence, oui, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, celui qui s'affiche là, voilà, je me sers beaucoup de ce site-là, parce qu'il y a pas mal d'articles qui sont très intéressants et que je m'en servais pendant ma formation universitaire. En histoire, j'aime beaucoup aller sur le site de la BNF, qui a plein de banques de données d'images. J'aime beaucoup aussi aller sur... bon, Kern, c'est des articles un peu plus complexes et scientifiques. Après, vous avez aussi les manuels en ligne, si jamais vous les avez pas tous. Je fais pas de la pub pour le livre scolaire, mais moi j'aime beaucoup le livre scolaire parce que c'est le seul que je peux projeter sans qu'on me marque au tableau interdit à la vidéoprojection. Voilà. Après, si votre établissement a payé la version numérique, il peut le projeter sans avoir l'interdiction qui est en plein milieu devant. Voilà. Bon, après moi je projette des fois des trucs avec marqué interdit à la vidéoprojection. Hein. Enfin, à un moment, je suis là pour travailler, hein, donc voilà. Donc dans mon tableau, vous avez du coup cette première colonne de leçon, la seconde situation d'apprentissage. Donc là, en gros, comment vous allez transférer vos connaissances de votre cerveau dans le leur. Donc pour ça, vous allez prévoir des activités. Ces activités se basent sur des documents, mais elles se basent aussi sur une mise en situation des élèves. C'est-à-dire, votre activité, comment vous voulez que l'élève la réalise. Est-ce que vous voulez que votre élève soit seul devant sa fiche, remplisse des questions, remplisse un tableau, remplisse des lignes, est-ce qu'il écrit dans son cahier, est-ce qu'il écrit sur la feuille directement que vous lui aurez potentiellement donné à coller dans le cahier. Attention, si elle est recto verso, il pourra pas forcément la coller très facilement et il risque de vous demander comment il va coller la feuille. Voilà, vous savez, vous serez là genre la consigne et lui il sera là et je le colle comment. Et oui, parce que c'est ça sa vraie question à l'élève. C'est pas comment il réalise votre exercice. Voilà, donc ça, est-ce que vous voulez qu'il soit seul? Est-ce que vous voulez que l'élève soit en binôme pour pouvoir s'entraider? Est-ce que vous voulez
À ce moment-là, si c'est en binôme, que ce soit le binôme à côté de qui il ou elle est assis, ou est-ce que vous autoriserez potentiellement l'élève à se lever, à changer de place, il va du coup falloir concevoir qu'ils vont bouger et faire du bruit, et qu'il va falloir un temps calme pour qu'ils comprennent qu'il faut se remettre dans l'activité. Est-ce que vous voulez faire une situation de groupe? À ce moment-là, il va falloir peut-être revoir la disposition de votre classe, peut-être créer des îlots au sein de votre classe. Est-ce que vous avez besoin potentiellement d'une salle informatique? Donc dans ce cas-là, il va falloir songer à réserver en amont la salle informatique. Ou est-ce que vous voulez faire, je sais pas, une séance de co-enseignement au CDI? Peut-être il va falloir demander si le CDI est disponible, si le monsieur il est d'accord ou la madame, et le réserver aussi potentiellement derrière aussi. Voilà, donc tout ça est à prendre en compte. C'est pas seulement quelle activité, quel document je donne aux élèves, c'est aussi comment je vais faire pour qu'ils adhèrent à cette activité. Donc voilà, donc ça c'est vraiment sur comment vous allez mettre en place votre activité. Après, si on parle vraiment de l'activité en soi et du cours en soi, pour revenir justement sur comment vous allez préparer un cours. Déjà, la question à se poser, la première, c'est quel est mon fil conducteur? Quelle est la problématique centrale? Quel est votre but, en fait, au sein de ce cours? Quels sont les essentiels que vous voulez que vos élèves retiennent en termes de définition? Et quels sont les essentiels en termes de compétences? Je rappelle qu'aujourd'hui, on essaye de penser l'enseignement non pas seulement en termes d'acquisition de connaissances, mais aussi en termes d'acquisition de capacités et de connaissances. Je vous donne un exemple simple. Admettons, je suis sur mon cours sur les aires urbaines. Tout le monde adore les aires urbaines. Mon cours sur les aires urbaines, premier cours du coup de 3e. Cours qui passionne les élèves. Non, c'est faux. Ils aiment pas ça. Moi non plus, pas trop mon kiff. Donc sur ce cours sur les aires urbaines, comment est-ce que je le pense? Je vais le penser de manière à ce que je sais que je vais avoir besoin de leur apprendre des notions clés. Par exemple, la notion de périurbanisation. Étalement des villes vers les campagnes. La notion d'aire urbaine, le fait qu'aujourd'hui on ne parle pas d'une ville, on parle d'une aire urbaine avec la ville-centre, la banlieue, la périphérie. Et au-delà, les espaces ruraux qui ne font pas partie de l'aire urbaine. Ça c'est compliqué à ce qu'ils le retiennent. Voilà, donc au sein du coup de ce merveilleux chapitre, j'ai ces objectifs en tête. À partir de là, je tisse ma problématique. Donc ma problématique, ça va être du coup comment les aires urbaines structurent et organisent un espace et quelles sont les influences, les répercussions sur les habitants. Voilà, puisque ça va générer des mouvements entre les différents espaces. Dans un premier temps, je vais leur projeter différentes cartes, avec l'idée d'un cours dialogué, puisque je veux qu'ils puissent interagir avec moi et puissent me dire ce qu'ils en pensent. Je vais leur projeter des photos, notamment d'espaces périurbains, pour qu'ils fassent vraiment la différence entre un espace périurbain, puis une banlieue, puis une ville-centre. Et bon, moi j'ai la chance qu'ils habitent dans un espace périurbain, donc c'est vrai que ils le voient et le visualisent assez bien. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, je vais passer à ma première activité. Ma première activité, je veux que les élèves réussissent à représenter donc ce qu'est une aire urbaine, à également comprendre les dynamiques au sein de l'aire urbaine. Donc pour cela, que vais-je faire? Pour cela, je vais cibler différents documents. Moi, je me suis servi de plusieurs manuels. J'aime bien faire des mix de manuels et faire mes propres fiches activités. Donc là, par exemple, j'ai pris la carte qui doit venir du livre scolaire. Le document 2, il doit venir du manuel Hatier. Le document 3, c'est une recherche personnelle sur les conséquences de la périurbanisation. Et le document 4, c'est un document qui est en fait un témoignage que j'ai demandé d'une copine qui habite dans la ville pour qu'elle puisse m'expliquer ses différents allers-retours entre la commune et Paris. Voilà, pour montrer les influences et les dynamiques sur des habitants. Après, j'ai fait quoi? J'ai établi une liste de questions. Là, pareil, pour les questions, on essaye d'être le plus explicite possible. Pas faire des questions trop complexes. Voilà, expliquer, ou déjà, bon, première chose, par exemple, document 1, indiquer les différents espaces de l'aire urbaine. Question 2, à partir de votre réponse à la question 1, ou à partir de vos 3 espaces, indiquer où se situe la commune 2. Comme ça, ça fait des liens entre les questions. Et en gros, vous essayez d'aller de la question la plus simple à une question de plus en plus complexe, puisque sur la fin, j'arrive sur mon exercice alors, excusez-moi parce qu'ils ont changé le nom, d'écrit long, ça s'appelait un développement construit, mais ça change. Donc d'écrit long qui est sur expliquer, à partir de vos réponses aux différents documents, l'organisation d'une aire urbaine et ses dynamiques, son impact sur les différents habitants. Voilà. Donc, on va comme ça dans un dégradé. On essaye, dans la mesure du possible, de ne pas mettre 2 questions en une, parce que déjà qu'ils ont du mal à en comprendre une, 2 c'est compliqué de comprendre qu'il y en a 2. Souvent dans les contrôles, moi je me remarque qu'ils font pas la deuxième. Mais c'est vrai que généralement, on s'aperçoit que quand les questions sont divisées en plusieurs questions,
c'est plus simple pour l'élève du coup de se représenter. Donc voilà, donc une fois que vous avez défini vos questions, là c'est là où vous vous poserez la question, plus importante, plus large, de savoir votre activité que vous avez mise en place, vous allez la poser aux élèves comment, et à la fois sur la mise en situation d'apprentissage au sein de votre classe, mais pas que. Il va aussi falloir que vous vous demandiez des questions plus basiques, genre la feuille. Est-ce que vous avez besoin de 2 feuilles? Est-ce que vous comptez l'imprimer en format A4 ou en format A3? Est-ce que votre imprimante imprime en format A3? Y a-t-il du papier suffisant? Est-ce que vous avez également besoin potentiellement de projeter les documents en couleur? Parce que l'éducation nationale est pauvre, donc sauf si vous avez la chance d'avoir obtenu des quotas couleur, vous n'allez pas pouvoir le projeter ou le distribuer en tout cas en couleur. Donc vous aurez certainement les documents en noir et blanc. Voilà. Ensuite, plus largement, bon, ça souvent on a un peu de mal à le faire quand on est au début, comme on est quand même, et on essaie de se rappeler, une école qui se veut inclusive, l'idée c'est aussi de penser aux élèves qui présentent des PAP, dont certains PAP vont par exemple vous demander d'avoir un style de texte qui peut être plus aéré, plus gros. Certains PAP, par exemple, on dit que c'est quand même mieux pour les élèves, par exemple pour les élèves dyslexiques, d'avoir un espacement, un interligne de 1,15 ou 1,5 et de pouvoir être imprimé en 14 ou en 16. C'est pas toujours possible de le faire, on n'y pense pas toujours, on sait très bien qu'après dans le quotidien c'est compliqué, que c'est compliqué d'adapter au quotidien avec 30 élèves dans une classe, hein. Il s'agit pas voilà, de blâmer tout le monde, il y a à la fois celui qui veut vraiment rien faire et le fait qu'on essaye des fois et des fois on peut pas tout faire, on est d'accord. Moi ce que j'essaye surtout dans la mesure du possible, bannissez certaines écritures. Certaines écritures vraiment elles sont illisibles en fait pour certains élèves, restez sur du basique, du Calibri ou de l'Arial, le mieux c'est l'Arial. Voilà, mettre de l'Arial. Moi, j'essaie de faire tout en Arial 12. Alors, pour des questions de coût budgétaire, des fois on est obligé de réduire du coup la police. Mais dans ce cas-là, essayez de prévoir une version PAP, c'est-à-dire une version voilà adaptée donc à ceux qui ont des PAP et qui auraient besoin éventuellement d'une police de caractère plus grande. Et pour les autres, bah, ils auront des polices de caractère plus petites. Mais voilà, essayez de rester sur des polices franchement pratiques pour les élèves. Évitez aussi de surcharger vos documents de photos, enfin d'images si vous en avez besoin, oui. Mettez l'image correspondant à votre document que vous voulez faire étudier aux élèves, mais ne surchargez pas de tiens je mets un petit hérisson là-haut, je mets une petite araignée ici, je mets un petit pantin là. Les élèves adorent dessiner. Les élèves ont une passion pour tout ce qui n'est pas lié au travail. Donc en fait, tous ces petits éléments, ça va être des éléments perturbateurs qui vont faire que l'élève, au lieu de se concentrer sur votre exercice, il va dessiner le lapin, il va dessiner, je sais pas moi, l'araignée que vous aurez mis dedans. Voilà, il va colorier. Et donc il fera pas votre exercice. Et surtout, il aura du mal en fait, déjà que souvent, nous profs, on a tendance à mettre beaucoup de documents, en fait il risque d'avoir du mal à se repérer dans les différents documents. Et justement en parlant de repérage, n'oubliez pas d'indiquer le document où on trouve l'information, doc 1, doc 2, ou si c'est des connaissances plus globales, voire cahier, voire définition. Je sais que moi, quand j'ai commencé dans le métier, on était très adepte de la période du l'élève doit trouver seul la connaissance. On l'est toujours d'ailleurs, de dire la connaissance doit jaillir de l'élève, genre on pose tous les documents, l'élève regarde et ça y est, il comprend tout. Alors, dans les faits, l'élève très souvent ne lit pas le document, déjà. Et ensuite, si vous n'indiquez pas clairement, explicitement la consigne, en fait, souvent il est complètement perdu. Donc, moi ce que je fais, alors je sais, c'est du trait guidage par la main. Après, je suis au collège, hein, d'accord. J'imagine qu'au lycée, c'est plus facile de leur donner moins de consignes. Et encore, je ne sais pas. Ça se trouve, faut toujours les guider. Enfin, moi, à la fac, j'aimais bien qu'on me guide aussi. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, il faut toujours expliquer, voire expliciter votre consigne. Je vous donne un exemple basique. Je fais exprès de séparer les deux questions d'écrivez et analysez quand je fais une question de document, d'analyse documentaire, notamment d'images. Et les élèves à chaque fois me disent « Pourquoi vous les avez séparés en deux, c'est la même chose ?» Eh ben non. Non, c'est pas la même chose d'écrire et analyser. Faites vraiment attention au choix des termes que vous utilisez. J'explique à mes élèves, si je te dis de décrire le document, je veux que tu me décrives précisément ce que tu vois. Si je te dis d'analyser, je veux que tu m'expliques ce que tu vois et pourquoi c'est fait ainsi. Voilà, et ça aussi, des fois, on a l'impression, nous, profs, que c'est inné chez l'élève. Genre, il sait ce que ça veut dire décrire, il sait ce que ça veut dire expliquer, il sait que... Alors, après on est d'accord. Des fois, on répète, et ça rentre pas. Parce que notre métier est fait de répétition. Notre métier est un métier de répétition. Donc, dites-vous aussi que vous allez devoir répéter la consigne.
parfois, la consigne, vous allez la poser une fois, vous allez l'expliquer à la classe, sauf que bon, il y a un brouhaha. Deux, même s'ils sont béatement attentifs, vous allez le dire à la classe, mais ils ne vont pas le comprendre. Ils vont vous poser 25 élèves à la fois la question pour que vous la réexpliquiez, et quand vous allez lui dire, là, il va comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on s'adresse à une personne en particulier, la personne, alors peut-être qu'elle a l'impression qu'on lui accorde de l'attention, ou en tout cas, peut-être qu'elle est plus attentive à ce moment-là, et du coup, elle ou il comprend parfois mieux. Donc vous, votre rôle, une fois que vous aurez distribué vos copies, que vous aurez planifié votre situation, que vous aurez imprimé, qu'il aura collé, qu'il se sera mis au travail, quand vous voyez qu'un élève n'est pas en train de travailler, alors ça peut être parce qu'il bavarde et qu'il a une source de distraction autre, ou que votre sujet ne l'intéresse pas, mais ça c'est un autre sujet, parce que c'est un ado, mais ça peut être aussi qu'il n'a pas compris. Moi j'ai plein d'élèves qui bloquent en fait des fois, qui sont là, ils fixent. Et je leur dis, ben, qu'est-ce que tu fais? Mais je comprends pas. Alors ça c'est leur truc, je comprends pas. Je dis, bah lis. Expliquer le document. Je dis donc il faut que tu fasses quoi? Que j'explique le document. Ah, voilà. Donc vous leur faites répéter la consigne. Des fois, quand ils la répètent à haute voix, ça leur permet de mieux comprendre ce que vous allez dire. Alors je sais, hein, vous allez vous dire, mais c'était marqué sur le document. Oui, nous on est adultes, pour nous c'est marqué sur le document. Mais on n'oublie pas, les élèves ils lisent pas. Donc ça aussi, moi j'ai une tendance à lire les documents avec eux avant. Après ça c'est des choses que voilà, j'ai compris au fil du temps. Au départ aussi, hein, je donnais les documents puis je disais mais pourquoi ne lit-il pas? Enfin, c'est évident, il devrait le faire, c'est un élève et je suis un prof, il devrait m'obéir. Voilà, donc c'est pas aussi clair que ça. Voilà, donc une fois que voilà, donc ça il faut que vous le pensiez aussi dans la durée. C'est-à-dire que je vous ai dit tout ça bien sûr est théorique. Moi quand je prévois par exemple mon découpage de séquences, c'est-à-dire que je vais avoir ma séquence, je me dis bon bah je vais prévoir 3 grands axes, parce que je suis prof d'histoire et que je suis matrixée par le 3, je vais prévoir 3 grands axes, ma séance sur les aires urbaines, entre le moment où je vais faire mon intro, mon accroche, le moment où il va écrire, qui va prendre du temps, le moment ensuite où je vais distribuer la feuille, en général là j'en ai pour 1 heure. Ensuite, deuxième séance, ils vont commencer les questions. Peut-être nous aurons le temps de corriger les questions. Avec un peu de chance, si nous arrivons à tout faire dans l'heure, j'aurai peut-être le temps de faire la leçon, ce qui ne sera peut-être pas le cas. Donc possiblement, rien que le début risque de me prendre 2h30. Et voilà, donc bien sûr à l'INSPE ou dans les instituts de formation, on vous dira c'est très simple, chaque séance c'est on commence, on fait son petit cours dialogué, ensuite on fait son petite activité, ensuite on fait sa correction, ensuite on fait sa trace écrite. Oui, ça c'est dans l'idéal. Voilà, après dans la réalité, souvent ça va déborder sur l'autre séance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi que vous planifiez toujours une marge dans votre planification de débordement. C'est important, le débordement. Voilà, laissez-vous une marge comme ça de manœuvre. Et je vous parlais de trace écrite, c'est-à-dire que vous avez votre séance, l'idée générale que vous voulez apporter aux élèves, la connaissance que vous voulez apporter aux élèves, la façon dont vous allez y arriver par votre activité. Et une fois que cela c'est fait, que la correction a été effectuée aussi, là aussi vous pouvez voir, hein, soit vous faites aller l'élève au tableau, soit pas. Moi je fais jamais aller d'élèves au tableau, enfin rarement, parce qu'ils sont très lents, ils écrivent très très petit au tableau. Voilà, après en maths, je sais que c'est très courant d'aller au tableau par exemple. Moi c'est vrai qu'en histoire géo, puis j'ai tendance à vouloir gagner du temps parce qu'il faut qu'on aille vite. Le temps c'est un truc précieux chez les profs. Et à la fin, il faut que vous réfléchissiez aussi à votre trace écrite. C'est-à-dire en fait, qu'est-ce que l'élève garde dans son cahier de votre séance. Ça ne sert à rien de lui donner une feuille polycopiée énorme comme ça à coller. Alors vous pouvez. Il y a très peu de chances qu'il apprenne tout, qu'il retienne tout. Et est-ce que vraiment l'important c'est que l'élève retienne un polycopié comme ça? Vous n'êtes pas à la fac en fait. Faut aussi s'adapter au niveau. C'est-à-dire qu'en fait un élève de 6e est-il utile qu'il retienne ce polycopié? Peut-être pas. Un élève de terminale, peut-être. Voilà. Donc un élève de 6e, forcément, on va attendre moins au niveau écrit qu'un élève de 3e ou qu'un élève de seconde ou un élève de terminale. C'est évident. De la même manière, il y a plusieurs manières de concevoir ces traces écrites. Là c'est pareil. Soit vous vous dites, bah moi à la fin de la séance, je concevrai ma trace écrite avec les élèves, vous la rédigez avec les élèves selon ce qu'ils ont retenu, alors évidemment vous les guidez un peu, voilà. Vous pouvez aussi du coup préparer ce qui concerne d'autres modes de trace écrite, soit vous l'écrivez à l'avance, moi j'ai toujours une trace écrite de prête au cas où j'ai pas le temps de la faire avec eux. Comme ça au moins, dans ce cas-là, j'ai qu'à la projeter au tableau. Il y a différents types de traces écrites. Soit on la fait façon classique, genre j'ai écrit un paragraphe, il leur copie, avec les essentiels du cours. Soit on fait un tableau récapitulatif. Soit on fait ce qu'on appelle une carte mentale, c'est-à-dire qu'en fait on met un grand rond ou des carrés ou des triangles, ils adorent ça. Et on fait des petites flèches partout, ce qui permet en fait d'avoir un côté plus je mémorise par l'apport visuel, le fait de voir la carte. Ça permet comme ça aux élèves de se représenter ce qu'ils devraient pouvoir retenir en priorité. Voilà.
Donc ça va être vraiment sur la conception en fait de votre leçon, c'est-à-dire quel est l'essentiel que l'élève retient et qui est inscrit dans le cahier. Et moi, c'est ces traces écrites-là qu'après au contrôle, je leur dis, voilà, vous révisez les traces écrites, parce que pour moi, ça, ce sont les essentiels du cours. Et ensuite, par le contrôle, je vais redonner des exercices du même type que ce qu'on a vu en classe, pas les mêmes documents évidemment, mais du même type. C'est-à-dire, si on a fait de l'analyse documentaire, je vais redonner de l'analyse documentaire. Si on a fait du repérage de cartes, je vais redonner du repérage de cartes. Je vais avoir des questions sur doc et je vais avoir des questions de connaissances qui sont des connaissances issues de la carte mentale, de la leçon écrite, du tableau, voilà, de tout ce qui était inscrit dans le cahier. Et en fait, souvent, ils n'inscrivent pas tant de choses que ça dans le cahier parce que il y a aussi beaucoup d'oral hein, qu'on peut être amené à faire. Mais voilà. Et après, évidemment, il faut penser à l'évaluation finale. Est-ce que vous voulez une évaluation orale? Est-ce que vous voulez une évaluation que vous aurez fait, je sais pas, un projet sur ce chapitre Bon, les aires urbaines, j'avoue, je suis pas trop de projet dessus. Mais par exemple, le projet sur... moi, sur le chapitre sur les faibles densités, je leur fais réaliser une brochure touristique pour vanter un espace de faible densité, attirer les gens en montrant les atouts et les dynamiques. Ben, en fait, je fais pas un contrôle du coup final, puisqu'en fait, ça, c'est ma production globale que je fais faire en groupe aux élèves. Et donc, à ce moment-là, je m'en satisfais tout simplement pour mon évaluation. Voilà, il n'y a pas obligatoirement une évaluation de fin de séquence à la fin. Vous n'êtes pas obligé. De même, ça m'arrive de faire une évaluation de fin de séquence sur 2 chapitres. Parce que bah soit j'avais pas le temps, soit je partais du principe que le chapitre était trop court et que voilà. Donc ça c'est aussi à vous de le réfléchir et l'évaluation de l'intégrer aussi dans votre manière de penser votre séquence, vos séances et globalement la planification du coup que vous aurez vu sur l'année. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme conseil un peu? Si oui, moi j'ai aussi tendance quand je veux que les élèves écrivent dans une couleur sur le cahier, j'écris dans la même couleur au tableau. Ça c'est ma formatrice qui m'avait dit que ça pouvait être utile, et je confirme c'est très utile. Surtout que même en faisant ça, ils arrivaient à écrire en violet et en rose paillette. Et pareil, si je projette quelque chose au tableau, je le projette dans la couleur que je veux qu'ils écrivent avec. Voilà, et je leur explique que c'est pas pour les embêter, c'est que mon cahier, je veux pas que ce soit un arc-en-ciel, tout simplement pour qu'ils puissent se repérer. Moi, ils savent dans mon cours que en noir c'est les titres, en rouge c'est les mots importants, en vert c'est les problématiques, en bleu c'est la leçon. Voilà, c'est pas pour les embêter. Je leur dis, si vous voulez changer le code couleur, à la limite c'est pas grave, par contre tous vos titres dans ce cas-là, vous les mettez toujours dans la même couleur. Voilà. Donc ça peut être des petits tips un petit peu pour justement leur donner des clés de repérage et des clés de mémorisation. Et moi je sais que pour avoir eu des retours d'anciens élèves qui sont passés au lycée, il y en a beaucoup qui m'ont dit que ce qu'ils avaient apprécié avec mes cours, bon déjà c'était ma personnalité et mon dynamisme, parce qu'ils étaient très contentes, mais c'était surtout que ce qui les perdait ensuite, c'est quand ce n'était pas structuré. Parce que les élèves, mine de rien, ils ont besoin de structure. Ils ont besoin de savoir où ils vont pour ne pas se perdre et de voir que le prof a pensé son cours, le maîtrise, l'a structuré. Vous verrez, vous gagnerez en efficacité, vous gagnerez aussi en crédibilité. Alors qu'un cours qui part dans tous les sens, où l'élève se dit « je comprends pas mon cahier, je comprends pas à quoi il ressemble », en fait, l'élève va être perdu et vous perdrez aussi en crédibilité et en légitimité. Puisque on reconnaît à l'enseignant aussi ce savoir et cette manière de travailler, et en fait quelqu'un qui est... On peut être brouillon, hein, moi ça m'arrive des fois j'oubliais, hein, je suis là genre j'ai oublié mes cours, voilà, mais c'est j'ai oublié mes cours mais j'ai quand même quelque chose, j'ai une solution, on va pas rien faire les gars, voilà, donc c'est du bluff, parce que bon, ça c'est comme quand il y en a certains des enseignants qui vous disent non mais moi j'y vais à l'impro, oui tu vas à l'impro quand t'as 10 ans de carrière en fait derrière toi, moi aussi maintenant j'y vais à l'impro à certains cours, hein. Ouais, forcément, hein, en même temps, j'ai tellement de structure et tellement de documents de près qu'au pire, j'ai pas mon cours. Ben, c'est pas grave, en fait, parce que je me souviens de plein de trucs et je pourrais toujours leur trouver une idée de génie qui sera pas une idée de génie, qui sera une idée que j'ai pris dans un ancien truc que j'avais fait. Enfin, voilà. Mais quand on débute, on sait bien que les idées de génie, et puis pris par le temps, pris par, on a 25 choses à la fois à penser, on est là, on est en train de poser le document, on a reçu un mail, il y a quelqu'un qui rentre, il y a un surveillant qui veut distribuer un truc, il y a un élève qui se lève, enfin, voilà. Donc, soyez le plus structuré possible. Soyez le plus sûr de ce que vous allez vouloir faire et comment vous allez le vouloir faire dans l'heure. Ça vous permettra de mieux gérer tous les imprévus d'à côté. Voilà. Écoutez, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire si ça vous aide, si ça ne vous aide pas ce que je raconte, et à me dire aussi vous comment du coup vous préparez, vous concevez vos séances de cours. Et sur ce, je vous souhaite du coup une très belle journée, n'hésitez pas à vous abonner et surtout on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.